Le quai de la gare de la petite ville de Waylon sentait l'huile de machine et l'herbe fraîchement coupée. Julia Crowley se tenait près de son unique valise, essayant de maîtriser le tremblement de ses mains. Le train était déjà parti, ne laissant derrière lui que des volutes de vapeur qui se dissipaient lentement dans l'air. Désormais, il n'y avait plus de retour possible, seulement l'avenir, vers une nouvelle vie qu'elle avait choisie elle-même. 52 ans. 12 ans de veuvage. 3 enfants adultes, dispersés à travers le monde, chacun avec sa propre famille. Une maison vide à Boston, où chaque pièce lui rappelait ce qui n'était plus. Et cette annonce dans le journal, à laquelle elle avait répondu dans un moment d'audace désespérée. Cherche épouse. Veuf, propriétaire d'une quincaillerie, intention sérieuse. Julia passa la main sur la jupe de sa robe bordeaux, ni trop élégante, ni trop simple. Elle avait mis 1 semaine à la choisir, consciente de l'importance de la première impression. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement coiffés sous un chapeau. Le matin, dans le miroir, elle avait vu une femme qui faisait son âge. Des ridules au coin des yeux, un menton moins défini qu'il y a 20 ans. Mais ses yeux étaient restés les mêmes, clairs, intelligents, vifs. « Madame Crowley ?» retentit une voix. Et Julia se retourna. Un homme d'environ 45 ans, vêtu d'un costume de bonne facture, s'approchait d'elle. Grand corpulent, avec une moustache soigneusement taillée et des yeux bleus et froids. Il la regardait avec une expression que Julia ne parvint pas à déchiffrer sur le champ. « Oui, c'est moi », dit-elle en tendant la main. « Monsieur Harrison ?» Il lui serra la main formellement, sans chaleur. « Samuel Harrison, bienvenue à Waylon. » Sa voix était polie, mais sans joie. Julia sentit quelque chose se nouer en elle. Quelque chose n'allait pas. Coton. Harrison resta silencieux, l'examinant. Son regard parcourait son visage, sa silhouette, ses vêtements, d'un air évaluateur, presque déçu. Julia se redressa, s'efforçant de ne pas montrer son trouble. « Vous êtes plus âgé que je ne le pensais, » dit-il enfin. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Julia cligna des yeux. « J'ai indiqué mon âge dans ma lettre. 52 ans. Vous le saviez. »« Je le savais, » acquiesça Harrison. « Mais je pensais que c'était une erreur, ou une faute de frappe. Je n'imaginais pas qu'une femme de cet âge répondrait sérieusement à une annonce. » Julia sentit ses joues s'empourprer. Non pas de honte, mais de colère. « Quotenein, quote une grimace à Harrison. Quote-tu n'être quote street. » Julia serra les poings pour calmer son tremblement. « Cotoouans, dit-il en se détournant pour regarder vers la ville. « Cotos. » Chaque mot était un coup. Julia restait là, incrédule. Elle avait traversé la moitié du pays, vendu sa maison, fait ses adieux à ses enfants, rassemblé tout son courage pour commencer une nouvelle vie. Et cet homme la regardait comme si elle était une marchandise avariée. « Cotesetesus, dit-elle à voix basse, s'efforçant de garder sa dignité. « Dans ce cas, je suppose que nous n'avons plus rien à nous dire. Je vous paierai le billet de retour. » dit Harrison en sortant son portefeuille de sa poche. « C'est le moins que je puisse faire. »« Ce n'est pas la peine, » dit Julia en relevant la tête. « Je me débrouillerai. »« Mais comment allez-vous » J'ai dit que ce n'était pas la peine. Sa voix se fit plus ferme. « Je suis venu ici de ma propre volonté, et je m'en sortirai de ma propre volonté. » Harrison Okai haussa les épaules et rangea son portefeuille. « Comme vous voudrez. Bonne chance. » Madame Crowley. Il se retourna et partit sans même un regard en arrière. Julia le regarda s'éloigner, sentant monter en elle une vague, non pas de larmes, mais d'autre chose. De la fureur, de l'humiliation, de la honte. Elle était seule sur le quai, sa valise à ses pieds, dans une ville inconnue
où elle était arrivée comme une fiancée pour se retrouver rejetée de tous, trop âgée, trop. Julia s'assit sur un banc, agrippant le bord de sa jupe. Ses mains tremblaient, sa respiration était saccadée. Et maintenant, rentrée, mais elle n'avait plus de maison. Elle l'avait vendue. Elle avait peu d'argent, de quoi tenir quelques semaines, peut-être. Et après, une femme d'âge moyen, un panier à la main, s'arrêta près d'elle. Son visage était bon, inquiet. Julia força un sourire. « Oui, merci. Juste un peu fatiguée du voyage. » La femme regarda la valise, puis Julia. « Vous venez d'arriver? Quelqu'un vous attend? » ?»« Non. Enfin, on devait m'attendre, mais les plans ont changé. »« Je vois. » acquiesça la femme. « Je suis Mary Weston. J'ai toujours vécu ici. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Julia Crowley. » Elle se leva et lui tendit la main. « J'aurais besoin d'un hôtel, pas trop cher. Si possible. Nous avons 2 hôtels. L'un près du saloon, bon marché mais bruyant. L'autre, c'est la pension de Madame Aldridge, propre et calme, mais un peu plus chère. La pension, s'il vous plaît ?» Mary l'aida à porter sa valise, et elles descendirent la rue principale. Waylon était une petite ville ordinaire. Des maisons en bois, des magasins, une forge. Une église sur la colline. Les gens saluaient Mary et jetèrent des regards curieux à Julia. Les nouveaux visages devaient être rares ici. La pension de Madame Aldridge se trouvait dans un quartier calme de la ville, un bâtiment de 2 étages avec une véranda et des fleurs aux fenêtres. La propriétaire était une vieille femme menue, au regard vif et au sourire agréable. « Cote-ton, dit-elle en annonçant le prix. « Cote-30. » Julia pâilla. Sentant ses économies fondre, la chambre était petite mais propre. Un lit, une commode, une chaise près de la fenêtre. La fenêtre donnait sur la rue, et Julia voyait les gens passer et les charrettes rouler. Elle s'assit sur le lit et se permit enfin de relâcher ses épaules. La fatigue l'envahit d'un coup. La fatigue du voyage, de l'humiliation, de l'incertitude. Qu'avait-elle fait? Pourquoi était-elle venue ici? Pouvait-on vraiment recommencer sa vie à 52 ans? Julia se leva et s'approcha du miroir au-dessus de la commode. Elle contempla son reflet. Oui, elle n'était plus jeune. Des rides, des cheveux gris, de la fatigue dans les yeux. Mais est-ce ce que cela la rendait inutile? Les années vécues étaient-elles une marque d'infamie plutôt qu'une source d'expérience? Elle avait vécu 25 années heureuses avec son mari, élevé 3 enfants, survécu à sa mort et à 12 ans de solitude. Appris à être forte quand elle voulait abandonner. Et maintenant, un simple quincaillier lui disait qu'elle était trop âgée. Julia se redressa. Non. Elle ne se laisserait pas briser. Elle trouverait du travail. Elle resterait ici ou partirait pour une autre ville. Mais elle ne retournerait pas à Boston la queue entre les jambes pour que ses enfants la prennent en pitié. Elle allait se changer, se laver le visage et d'explorer la ville. Voir s'il y avait du travail quelque part. Elle savait coudre, cuisiner, tenir une maison. Elle trouverait bien quelque chose. Et c'est ce qu'elle fit. Le soir, Julia avait parcouru la moitié de Waylon. Elle était des têtes entrées dans les magasins, demandant du travail. Partout datait la même réponse. « Merci, mais nous n'avons besoin de personne. » Parfois, on ajoutait avec compassion, « Essayez de demander ailleurs. » Elle était épuisée. Ses jambes lui faisaient mal, et la panique commençait à la gagner de nouveau. Son argent tiendrait 2 semaines, 3 au maximum, en étant économe. Et après? Julia s'arrêta devant un petit café, au coin de la rue principale. La lumière était allumée à l'intérieur, et une odeur de pain frais flottait dans l'air. Elle entra et s'assit à une table près de la fenêtre. Elle commanda un café et une part de tarte, non pas par faim, mais pour s'asseoir quelque part et reprendre son souffle. Le café était presque vide. Derrière le comptoir, une femme corpulente d'une 60aine d'années,
essuyait des tasses. En voyant Julia, elle sourit. Acquiesça Julia. Dit Julia en prenant une gorgée de café. Il était chaud, fort, bon. Côte 46. Côte 7, on dit la femme en s'approchant. Je suis Bessie, la propriétaire de cet établissement. Si vous cherchez du travail, je peux vous en proposer. J'ai besoin d'une aide pour cuisiner, servir aux tables. Je ne paie pas beaucoup, mais les repas sont inclus, et vous pourrez louer une petite chambre-ci à l'étage pour pas cher. Julia leva les yeux. Vraiment? Tout à fait. Vous cherchez du travail, n'est-ce pas? Je vous ai bien vu arpenter la ville, frapper à toutes les portes. Oui, je cherche, dit Julia, sentant une lueur d'espoir naître en elle. Côte 52, côte 53, côte 54. Dit Julia en serrant sa tasse, essayant de cacher à quel point c'était important. Merci beaucoup. Bessie fit un geste de la main. Il n'y a pas de quoi. J'ai besoin d'aide. Vous avez besoin de travail. C'est gagnant-gagnant. Julia termina sa tarte et son café. Elle paya et sortit dans la rue. La nuit tombait. Les lanternes s'allumaient les unes après les autres, et la ville se préparait à dormir. Elle retourna à la pension, sentant la tension se relâcher peu à peu. Elle avait un travail. Pas celui dont elle rêvait en venant ici, mais un travail quand même, un toit sur la tête, une chance de rester. Peut-être que tout finirait par s'arranger. Le lendemain matin, Julia arriva au café à 6 heures. Bessie s'affairait déjà en cuisine, pétrissant la pâte à pain. Coton s'attendant que la caisse-a-t-elle? Que tu m'entends dit Julia en retroussant ses manches. Le travail était dur. Julia n'avait pas été au fourneau depuis des années. Après la mort de son mari, elle vivait seule et cuisinait au minimum. Mais ses mains se souvenaient. Et bientôt, elle pétrissait la pâte, façonnait les brioches, faisait frire les œufs et le bacon. À 7 heures, le café commença à se remplir. Des ouvriers, des fermiers, des commerçants arrivaient. Julia servait les plats, nettoyait les tables, souriait aux clients. Certains la regardaient avec curiosité. Un nouveau visage attire toujours l'attention. Mais personne ne fut impoli. À midi, Julia n'en pouvait plus. Elle avait mal au dos, ses bras étaient endoloris, ses jambes lourdes. Mais quand Bessie lui dit « pas mal pour un premier jour », elle ressentit une pointe de fierté. « Demain à 5 heures », ajouta Bessie. « Il faut faire le pain plus tôt. J'y serai », acquiesça Julia. Elle retourna à la pension, gagna sa chambre et s'effondra sur le lit sans même se déshabiller. Elle s'endormit instantanément, et dans son sommeil, elle rêva de son mari. Il était assis à côté d'elle, lui caressait les cheveux et disait « 84 ». Elle se réveilla les joues humides de larmes, mais le cœur apaisé. 3 jours plus tard, Julia avait trouvé son rythme. Elle se levait à 4 heures, allait au café, travaillait jusqu'au soir. Bessie était stricte mais juste. Elle ne tenait pas compte de l'âge de Julia, mais la félicitait quand elle faisait du bon travail. Julia commença à reconnaître les clients réguliers. Le vieux Joe qui venait chaque matin et commandait toujours des œufs au bacon. Le jeune docteur Francis qui ne buvait que du café noir en lisant le journal. Madame Weston qui l'avait accueilli à la gare et passait maintenant quelques fois par semaine. Il y avait un autre homme qui attira l'attention de Julia. Il apparut un samedi matin, un homme grand et large d'épaules, d'environ 55 ans, aux cheveux grisonnants et aux yeux bruns et las. Il était vêtu simplement. Une chemise de travail, un jean usé, des bottes. Il s'assit à une table au fond, retira son chapeau et commanda un café avec une brioche. Julia lui apporta sa commande et il la remercia à voix basse, sans lever les yeux. Elle remarqua que ses mains étaient grandes, cailleuses, avec une vieille cicatrice au poignet. « Nouvelle ici » demanda-t-il en la regardant enfin.
Oui, je travaille ici depuis peu, sourit Julia. Julia Crowley, Thomas Becket. Il acquiesça. Bienvenue à Waylon. Merci. Il retourna à son café, et Julia s'éloigna. Mais du coin de l'œil, elle le voyait assis, perdu dans ses pensées, mâchant lentement sa brioche. Il y avait quelque chose de las, de triste dans sa posture. Comme s'il était venu là non pas pour manger, mais simplement pour s'asseoir, se reposer de quelque chose. Alors que Thomas payait, Bessie s'approcha, s'essuyant les mains sur son tablier. « Comment vont les affaires au ranch, Thomas ?»« Ça va. Beaucoup de travail, mais je m'en sors. »« Tu t'en sors tout seul ?» Il y avait de la compassion dans la voix de Bessie. « Tout seul, » dit-il en remettant son chapeau. « Au revoir, Bessie. » Il sortit et Julia regarda la propriétaire. « C'est un fermier? Un rancher? Il a un ranch à 10 miles de la ville. Il est veuf depuis 3 ans. Sa femme est morte de la fièvre. Depuis, il est seul. Pas d'enfant. Ça doit être dur, » dit doucement Julia. Et comment? Thomas est un homme bon, mais depuis la mort de sa femme, il s'est renfermé. Il ne sort presque plus, sauf quand il doit venir en ville. Julia acquiesça en essuyant la table où Thomas venait de s'asseoir. Pour une raison quelconque, ses yeux fatigués lui restaient en tête. Julia travaillait au café depuis 2 semaines quand l'incident avec Madame Fairchild se produisit. La femme entra à midi, alors qu'il y avait peu de clients. Elle était vêtue avec recherche. Une robe de soie d'un vert émeraude intense, un chapeau à plumes, des gants. Elle avait une 40aine d'années tout au plus, avec un visage qui avait dû être beau, mais qui était maintenant figé dans une expression de mécontentement permanent. Côte 80. Lança-t-elle sans même un bonjour. Julia la conduisit à une table et lui tendit le menu. Madame Fairchild le feuillait comme si elle lisait quelque chose d'offensant. Un thé et quelque chose de sucré, mais assurez-vous que tout soit frais. Bien sûr, madame. Julia apporta le thé et une part de tarte aux pommes que Bessie avait faite le matin même. Madame Fairchild en goûta un morceau et grimaça. Ce n'est pas frais. Pardon? Julia fronça les sourcils. La tartelle a été faite ce matin. Ne discutez pas avec moi. Je sens que ce n'est pas frais. Emportez-la et apportez-moi autre chose. Julia pinça les lèvres et reprit l'assiette. Elle retourna en cuisine, où Bessie étalait de la pâte. Côte-ouate, côte-oignon quand Bessie renifla. Côte-au-conseil quand Julia s'exécuta. Madame Fairchild mangea toute la part sans un mot, puis appela Julia. L'addition? Julia lui présenta la note. Madame Fairchild la toisa de la tête aux pieds, le regard froid et évaluateur. Vous êtes cette fameuse épouse par correspondance que Samuel Harrison a rejetée? Demanda-t-elle assez fort, pour que plusieurs personnes aux tables voisines se retournent. Julia sentit le rouge lui monter aux joues. L'histoire avait donc fait le tour de la ville. Bien sûr, dans les petites villes, les ragottes voyagent plus vite que le vent, répondit-elle calmement, bien que tout se soit contracté en elle. Que t'intéresse-t-il, dit Madame Fairchild, en sortant de la monnaie de son sac à main. Que te m'attends d'un côté, Julia s'efforça de garder une voix égale. Au repos, bien sûr. Vous devriez être en train de garder vos petits-enfants, pas de vous chercher un mari. Trop. J'ai 3 enfants adultes, mais pas encore de petits-enfants, et je crois que c'est à moi, et non à vous, de décider de ce que je fais de ma vie. Madame Fairchild haussa les sourcils. Et quelle insolence! Voilà ce qui arrive quand une femme oublie les convenances. Elle jeta l'argent sur la table et se leva. Côte. Elle sortit en claquant bruyamment la porte. Julia resta là, serrant un plateau dans ses mains, sentant une sueur froide couler dans son dos. Quelques clients la regardèrent avec compassion, d'autres avec curiosité. « N'y faites pas attention », dit le vieux Joe depuis son coin. « Fairchild est toujours comme ça, méchante comme une guêpe.
personne ne l'aime en ville. Merci, articula Julia avant de se précipiter en cuisine. Bessie l'y attendait, adossée à la table, demanda doucement Julia. Julia acquiesça, mais elle avait le cœur lourd. Elle était venue ici dans l'espoir de commencer une nouvelle vie, et au lieu de ça, elle y était devenue un sujet de commérage. La vieille folle qui pensait qu'à 52 ans, on pouvait encore être désiré. Le soir, après sa journée de travail, Julia décida de se promener. Elle marchait le long de la rue principale, regardant les vitrines des magasins, les gens qui vaquaient à leurs occupations. La ville était jolie, accueillante. Sans cette humiliation avec Harrison, sans les ragots, elle aurait pu s'y sentir chez elle. Julia s'arrêta devant une petite église. La porte était ouverte, et des bougies brûlaient à l'intérieur. Elle entra et s'assit sur le dernier banc. C'était calme, frais, et ça sentait la cire et le vieux bois. Elle n'était pas particulièrement religieuse, mais parfois, l'église l'apaisait. On pouvait s'asseoir en silence et réfléchir, ou ne penser à rien du tout. « Vous êtes Madame Crowley ?» retentit une voix, et Julia se retourna. À côté d'elle se tenait un prêtre âgé, au visage bienveillant et à la barbe grise. Côte-son. Il s'assit sur le banc devant elle, se tournant pour lui faire face. « Je suis le père Michael. J'ai entendu dire que nous avions une nouvelle habitante en ville. Vous avez bien entendu. Et j'ai aussi entendu dire que vos débuts ont été difficiles. » Julia eut un sourire amer. C'est un euphémisme. « Samuel Harrison n'est pas l'homme le plus sage de notre ville. » Dit le père Michael d'une voix calme. Julia le regarda. Ils restèrent en silencieux un moment. Puis Julia se leva. Julia sortit de l'église le cœur un peu plus léger. Peut-être que le prêtre avait raison. Peut-être que ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Le samedi suivant, Thomas Becket réapparut au café. Cette fois, il arriva vers le soir, quand il y avait peu de monde. Il s'assit à la même table au fond, commanda un café et un sandwich. Julia lui apporta sa commande, et il la remercia de nouveau à voix basse. Elle remarqua qu'il avait l'air fatigué. De profondes ombres sous les yeux, des rides plus marquées. Ses vêtements étaient propres mais usés, et il y avait une petite pièce sur le col de sa chemise. « Semaine difficile ?» demanda Julia, incapable de se retenir. Thomas leva les yeux, surpris. Ça se voit. Un peu. Pardon, je ne voulais pas être indiscrète. Non, ce n'est rien. Il se frotta le visage avec ses paumes. C'est juste que le travail est énorme. Gérer le ranch tout seul, c'est dur. Et vous ne pouvez pas engager d'aide. Pas d'argent pour des aides. Juste assez pour le strict nécessaire. Julia acquiesça. Elle comprenait ce que c'était que de vivre sur le fil, de compter chaque centime. Coton 29. Thomas eut un sourire. Pour la première fois, Julia vit quelque chose qui ressemblait à un sourire sur son visage. Côte 130, il termina son sandwich, but son café. En payant, Julia remarqua que ses mains étaient éraflées. Des coupures fraîches. Des égratignures. Côte 31, dit-elle. Côte 32, où Thomas haussa les épaules. Julia alla en cuisine et revint avec un pot de pommade et un bandage. Côte 137. Thomas la regarda avec surprise. Mais lui tendit la main. Julia appliqua délicatement la pommade sur les coupures et pensa celle qui était la plus profonde. Côte 38, que te s'en aille, dit Thomas en la regardant attentivement. Que te t'en carona, que te seye, que te cannégia, qu'est-ce-t-il? Côté moisson, ils se regardèrent dans les yeux, et quelque chose d'insaisissable passa entre eux, une sorte de compréhension ou de reconnaissance. Deux personnes seules, fatiguées de la vie, qui venaient de rencontrer quelqu'un de semblable. Thomas partit, et Julia resta longtemps auprès de la fenêtre, le regardant monter dans sa vieille charrette et s'éloigner. Bessie s'approcha par derrière et posa une main sur son épaule. « Que te
acquiesça doucement Julia. Les jours passaient. Julia travaillait au café, s'habituait à la ville, à son rythme. Elle apprenait à connaître les gens, et les gens apprenaient à la connaître. La plupart la traitaient normalement, certains avec compassion. Madame Fairchild ne réapparut plus, au grand soulagement de Julia. Elle quitta la pension pour une petite chambre au-dessus du café. Bessie le lui avait proposé, et le loyer était symbolique. La chambre était minuscule, mais confortable. Julia y suspendit des rideaux qu'elle avait cousus elle-même dans un tissu bon marché et posa un pot de géranium sur le rebord de la fenêtre. La vie s'améliorait, lentement, mais sûrement. Thomas commença à venir au café plus souvent, une fois par semaine, parfois deux. Il s'asseyait toujours à la même table au fond, commandait quelque chose de simple. Ils échangèrent quelques mots. D'abord sur le temps, les affaires, puis sur des sujets plus personnels. Julia apprit que Thomas tenait son ranch depuis 20 ans. Que sa femme et lui n'avaient pas eu d'enfants, bien qu'ils en aient tous deux désiré. Que depuis sa mort, il ne voyait plus de sens à rien, sauf au travail. Que t'es 146, dit-il un jour. Que t'es 140, que t'es 100, répondit Julia. Que t'es 5, que t'es moins 5, que t'es moins 5 que Thomas acquiesça. Que t'es content, que t'es moins ton sourit Julia. Que t'es 154. Côté 155 dit fermement Thomas. Côté 156 là. Ces mots réchauffèrent au moins le cœur de Julia plus qu'elle ne s'y attendait. Un mercredi, alors que le café était presque vide, Thomas s'attarda plus longtemps que d'habitude. Il termina son deuxième café, mais ne semblait pas pressé de partir. Finalement, il dit « Cote 147, cote 158, cote 147 ». Il parlait avec hésitation, comme s'il craignait un refus. Juste, comme ça, pour voir comment c'est, je vous montrerai les chevaux, je vous offrirai à déjeuner. Si vous le voulez. Bien sûr. Julia le regarda et vit dans ses yeux un mélange d'espoir et de peur. Cet homme robuste et fatigué avait peur qu'elle refuse. Et cela la toucha plus que n'importe quel mot. « Coton au sang », dit-elle. Thomas expira, et son visage se détendit. Il partit, et Julia retourna en cuisine. Bessie la regardait avec un air malicieux, répéta Bessie. Dit Julia, sentant ses joues chauffer. Côté 169 os, sourit Bessie. Côté 170 os. Julia ne répondit pas, mais quelque chose frémissait en elle. De l'anticipation. De l'excitation? Elle ne savait pas. Elle savait seulement que pour la première fois depuis des années, elle avait envie de voir un homme. Pas par devoir ni par calcul, mais simplement parce qu'elle se sentait bien avec lui. Le lundi fut une journée claire et chaude. Julia se leva tôt, enfila une simple robe de lin bleu foncé, pratique et confortable pour le voyage. Elle se coiffa, se regarda dans le miroir. Des rides, des cheveux gris, mais des yeux vifs. Elle sourit à son reflet. Thomas arriva à 8 heures précises. La charrette était propre, les chevaux bien soignés. Il aida Julia à monter sur le siège, et ils se mirent en route. La route traversait que la prairie, longeant des champs et de rares fermes. Thomas menait les chevaux avec assurance, en silence. Julia regardait que le paysage, respirant l'air frais. Ça sentait l'herbe, la terre, la liberté. « C'est beau ici, » dit-elle. « C'est beau. » Oui, j'aime ces endroits, calmes, vastes. On peut respirer à plein poumon. Ce n'est pas comme en ville. En ville, on étouffe. Trop de gens, trop de bruit. Je suis habitué aux grands espaces. Ils roulèrent pendant une quarantaine de minutes. Et enfin, le ranch apparut au loin. La maison était en bois, d'un seul étage, avec un large porche. À côté se trouvait une grange, un enclos pour les chevaux, un petit potager. Tout était modeste mais bien entretenu. On voyait que Thomas s'efforçait de maintenir sa propriété en ordre, bien qu'il soit seul. Il aida Julia à descendre et la conduisit dans la cour,
Que ton saint ce que ton sait, dit Julia en regardant autour d'elle, et très paisible. Oui, ici on peut tout oublier. Thomas la fit entrer. L'intérieur était propre, mais vide. Les meubles étaient simples, sans fioritures. Rien sur les murs, à part une horloge. Tout était fonctionnel, sans âme. Côté au 179. Dit Thomas en retirant son chapeau. Côté 180. Côté 181, tiens, dit doucement Julia. Côté 182. Ils restèrent en silencieux. Et cette même compréhension s'installa de nouveau entre eux. Deux personnes qui avaient perdu ce qu'elles aimaient. Deux personnes qui essayaient de continuer à vivre, sans savoir comment. Côté contre dit Thomas pour rompre le silence. Ils sortirent dans la cour et Julia vit plusieurs chevaux dans l'enclos. Thomas en appela un, une jument baie aux yeux intelligents. C'est Grace, la plus calme. Martha l'adorait. Julia caressa l'encolure du cheval. Grace renifla amicalement. Côte 75, côte 6. Thomas caressait le cheval et il y avait de la tristesse dans ses yeux. Côte 187, côte 188. Ils firent le tour du ranch, Thomas lui montrant la propriété, lui parlant de son travail. Julia écoutait, posait des questions. Elle était intéressée, pas seulement par le ranch, mais par Thomas lui-même. Comment il vivait, ce qui l'animait. À quoi il pensait. À midi, ils retournèrent à la maison, et Thomas commença à préparer le déjeuner. Julia voulut l'aider, mais il refusa. Côte 189. Elle s'assit à table et le regarda se déplacer dans la cuisine, lentement, mais avec assurance. Il fit griller des steaks, cuire des pommes de terre, coupa du pain. Tout était simple, mais ça sentait délicieusement bon. Ils mangèrent en discutant. Thomas, lui raconta comment il avait acheté ce ranch 20 ans plus tôt. Comment il avait construit la maison avec Martha. Comment ils avaient rêvé d'enfants, mais que Dieu ne leur en avait pas donné. Julia lui parle de sa vie à Boston, de son mari, de ses enfants qui s'étaient envolés. De la façon dont elle s'était retrouvée seule et avait décidé de tout recommencer. Kotokotanos, répéta Thomas. Thomas la regarda longuement. Après le déjeuner, ils s'assirent sur le porche, buvant du café et regardant la prairie. Le soleil déclinait, colorant le ciel de teintes roses et orangées. « Merci d'être venu, dit Thomas. J'ai passé une bonne journée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une aussi bonne journée. Moi aussi, sourit Julia. Merci de m'avoir invité. » Ils restèrent assis en silence, et ce silence était chaleureux, confortable. Les mots n'étaient pas nécessaires. Être simplement l'un à côté de l'autre suffisait. Quand il fut temps de repartir, Thomas attela de nouveau les chevaux. Ils retournèrent en ville, et Julia pensait que la journée était passée trop vite. Elle n'avait pas envie de rentrer. Elle aurait voulu rester là, au ranch, où tout était si calme et paisible. Où il y avait Thomas. Thomas se mit à venir au café plus souvent. D'abord une fois par semaine, puis deux, et à la fin du mois. Il venait presque tous les samedis et mercredis. Il commandait toujours la même chose, un café et quelque chose de simple à manger. Mais l'essentiel n'était pas dans la commande. L'essentiel était dans la façon dont il regardait Julia. Elle remarquait ses regards, longs et songeurs. Il l'observait servir les plats et parler aux clients, rire aux blagues du vieux Joe. Et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas seulement de la fatigue, comme avant, mais de l'intérêt, de la chaleur. Julia se surprit à chercher elle aussi son regard. Quand la porte du café s'ouvrait, elle tournait involontairement la tête. Et si c'était Thomas? Et quand c'était bien lui, son cœur faisait un bond étrange. C'était stupide. À 52 ans, se comporter comme une jeune fille. Mais elle n'y pouvait rien. Bessie l'avait remarqué, bien sûr. Peu de choses lui échappaient. « Tu as les joues qui rosistent quand il entre », lui dit-elle un jour en cuisine, avec un petit sourire. « N'importe quoi », dit Julia en se tournant vers la cuisinière.
feignant de vérifier la soupe. Bien sûr, n'importe quoi. Et tu arranges aussi ta coiffure chaque fois que tu vois sa charrette par la fenêtre. Mais si, ça suffit. Je dis juste qu'il n'y a rien de mal à plaire à un homme, même à notre âge. Julia se retourna. À notre âge, les hommes ne cherchent pas des épouses. Ils cherchent des gardes-malades ou des gouvernantes. Thomas n'est pas comme ça. Il cherche une personne, une âme sœur. Et il me semble qu'il l'a trouvée. Julia voulut protester, mais ne trouva pas les mots. Peut-être que Bessie avait raison. Peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose entre elle et Thomas. Quelque chose de calme, de lent, comme une rivière qui coule sans âtre, mais inexorablement. Début novembre, les premiers froids arrivèrent à Waylon. Le vent devint mordant. Le matin, le givre recouvrait l'herbe. Et les gens commencèrent à sortir leurs vêtements chauds. Julia revenait du marché, portant un panier de légumes pour le café, quand elle entendit un cri. Elle se retourna et vit un petit garçon d'environ 6 ans courir sur la route juste devant une charrette qui arrivait à toute vitesse. Sans réfléchir, Julia lâcha son panier et se précipita. Elle attrapa l'enfant par le bras et le tira vers elle, tombant sur le bas-côté. La charrette passa à quelques centimètres d'eux, le conducteur jurant furieusement en tirant sur les rênes. Julia était allongée par terre, serrant le garçon contre elle. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. L'enfant sanglotait, le visage enfoui dans son épaule. « Côte 208 » dit-elle en lui caressant la tête. Côte 209. Une femme accourut vers eux, pâle de terreur. Côte 210. Elle arracha le garçon des bras de Julia et le serra contre elle. Puis elle regarda Julia, les larmes aux yeux. Côte 211. Côte 212, dit Julia en se relevant et en époussetant sa jupe. Son genou lui faisait mal. Elle avait dû se le cogner en tombant. Côte 213. La femme la remerciait encore et encore. Tandis que Julia ramassait les légumes éparpillés et reprenait son chemin. Ses mains tremblaient, ses jambes flageolaient. C'est seulement maintenant qu'elle réalisait ce qui aurait pu arriver, si elle avait eu une seconde de retard. Au café, Bessie remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Julia, tu es toute pâle. Que s'est-il passé ?» Julia lui raconta. Bessie la fit asseoir et lui versa un thé fort avec du sucre. « Bois ça et reste assise. Aujourd'hui, je me débrouille seule. Ce n'est pas la peine, je peux. »« Reste assise, j'ai dit. Tu es une héroïne, mais même les héroïnes ont besoin de se reposer. » Le soir, l'histoire avait fait le tour de la ville. Les gens entraient dans le café pour remercier Julia, lui serrer la main. La mère du garçon revint, apportant une tarte qu'elle avait faite elle-même. « Je n'oublierai jamais ça, » dit-elle en larmes. « Jamais. » Julia était gênée par toute cette attention. Elle ne se considérait pas comme une héroïne. Elle avait simplement fait ce que toute personne normale aurait fait. Le lendemain, un mercredi, Thomas arriva plus tôt que d'habitude. Il entra dans le café, vit Julia et s'arrêta. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il. « Vous allez bien ?»« Oui, tout va bien. Juste un bleu au genou, mais ce n'est rien. » Thomas s'approcha, la regarda dans les yeux. Côté 23, côté 24, côté 2. Il fit une pause, cherchant ses mots. Côté 26. Elle y eut un petit sourire. Côté 26 et côté 8. Thomas tendit la main et toucha doucement son épaule. Côté 229. Le contact fut bref. Mais Julia sentit une vague de chaleur la parcourir. Elle regarda sa main, grande, cailleuse, couverte d'éternelles éraflures de travail. Une main fiable. « Merci, » dit-elle doucement. Thomas retira sa main et se racla la gorge. « Je voulais vous demander... Dimanche, il y a eu une foire sur la place centrale. Voudriez-vous y aller? Ensemble, je veux dire. » Julia sourit. « Avec plaisir. » Le dimanche fut froid, mais ensoleillé.
Julia enfila une chaude robe de laine couleur cerise mûre, avec un col montant, et jeta un châle noir sur ses épaules. Elle se coiffa plus soigneusement que d'habitude, se regardant dans le miroir et pensant qu'il était stupide de faire tant d'efforts. Mais elle en faisait quand même. Thomas y arriva à midi. Il portait une veste propre par-dessus sa chemise. Et ses cheveux étaient soigneusement peignés. Julia remarqua qu'il était nerveux lui aussi. Ses mains tremblaient légèrement dans les dents à monter dans la charrette. La place était bondée. Les marchands avaient étalé leurs marchandises sur des tables. Légumes, tissus, vaisselle, outils. Les enfants couraient entre les rangées. Les femmes choisissaient des étoffes. Les hommes discutaient du prix du bétail. Thomas et Julia marchaient lentement, regardant les étals. Il lui acheta une pomme, grosse, rouge, croquante. Elle la croqua et se mit à rire quand le jus coula sur son menton. « Que t'es 233 sous, dit-elle en s'essuyant le visage avec un mouchoir. Comme dans notre enfance, n'est-ce pas ? Thomas souriait. Je me souviens, mon frère et moi. On volait des pommes dans le verger d'un voisin. Le propriétaire nous poursuivait avec un bâton. J'ai fait des bêtises comme ça aussi, sauf que moi, c'était des framboises, avec ma sœur. Après, maman nous grondait, les mains pleines d'égratignures, la robe tachée. Ils riaillaient en se remémorant leur enfance. Et Julia réalisa soudain qu'elle n'avait pas ri comme ça depuis longtemps. Librement, de tout son cœur, sans tension. Près d'un des étals se tenait Madame Fairchild, entourée de ses amis. En voyant Julia avec Thomas, elle pinça les lèvres et dit d'une voix forte « Regardez notre héroïne. Elle a sauvé un enfant, et maintenant elle pense pouvoir prétendre à un homme respectable. » Ses amis ricanèrent. Thomas s'arrêta et se tourna vers elle. « Côte noire na côte nancia, côte kunancia » dit Thomas calmement mais fermement. « Côte d'une carte. » Fairchild rougit, ouvrit la bouche, mais ne dit et ne dit rien. Thomas prit Julia par le bras et l'entraîna plus loin. « N'y faites pas attention, elle est simplement jalouse. »« Jalouse ?» Julia le regarda surprise. « De quoi ? » ?»« Du fait que vous vivez vraiment. » Tandis qu'elle ne fait que semblant. Ces mots réchauffèrent Julia plus que n'importe quel châle. Ils arrivèrent au bout de la place, où des musiciens jouaient un air joyeux et quelques couples dansaient. Thomas s'arrêta, regardant les danseurs. « Oh je n'ai pas dansé depuis longtemps, » dit-il d'un air songeur. « Que ton non que initiative avoua Julia, que tu sois bien que tu. Thomas resta silencieux un instant, puis il lui tendit la main, que ton ancien. Julia regarda sa main, puis son visage. On pouvait y lire de l'incertitude, mais aussi de l'espoir. « Que tu en trois, dit-elle. » Ils s'avancèrent sur la piste de danse improvisée. Thomas la prit maladroitement par la taille, lui prit la main. Julia posa sa main libre sur son épaule, et ils commencèrent à bouger. Au début, c'était gauche. Ils avaient tous les deux oublié comment faire. Thomas lui marcha sur le pied, s'excusa. Julia se mit à rire. Puis ils trouvèrent non le rythme et se laissèrent porter par la danse. La musique était simple, campagnarde, mais pour Julia, c'était comme entendre une symphonie. Thomas la tenait fermement, mais avec précaution, comme s'il avait peur de la briser. Et elle sentait la chaleur de son corps, la force de ses bras, son odeur, un mélange de savon et de foin. Ils dansaient, et tout autour d'eux disparut. Les gens, les musiciens, la place. Il ne restait plus que deux. Deux personnes qui avaient, depuis longtemps, oublié ce que c'était que d'être proche de quelqu'un. Quand la musique s'arrêta, ils s'immobilisèrent, mais ne se lâchèrent pas. Ils restèrent là, se regardant dans les yeux. « Que t'en dit Thomas à voix basse, pour qu'elle seule l'entende. « Côte de chant qui écoute aussi, murmura-t-elle. « Que te 258 » Julia sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle leva la main et toucha doucement sa joue. Cote 259. Ils restèrent ainsi.
sans prêter attention aux regards curieux, sans se soucier des chuchotements. Deux personnes que la vie avait malmenées mais pas brisées, qui s'étaient trouvées, alors qu'elles avaient cessé de chercher. Le soir, Thomas ramena Julia au café. Ils firent le trajet en silence, mais ce silence était chaleureux. Thomas tenait les rênes d'une main et de l'autre. Il couvrit la main de Julia. Elle ne la retira pas. Devant le café, il l'aida à descendre. Il se tenait dans la lumière d'une lanterne, et Julia voyait la flamme se refléter dans ses yeux. « Côte de Saint-Aud, dit-elle. Côte de Sissaca. » Thomas fit une pause. « Côte de... Côte 263, sourit-elle. Côte 264. » Il se pencha et l'embrassa sur la joue, rapidement, presque chastement. Mais Julia sentit le contact de ses lèvres, la chaleur de son souffle, et son cœur se mit à battre plus vite. Thomas remonta dans la charrette, lui fit un signe de la main et partit. Julia resta là, le regardant s'éloigner, et souriait comme une jeune fille après son premier rendez-vous. Bessie passa la tête par la fenêtre du café. « Côte 265. Côte 266. » dit Julia en montant les marches du porche. « Côte 267. Côte 268. Côte 261. » Tu souris, Bessie. « Côte 270. » Julia se mit à rire et monta dans sa chambre. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les étoiles. Elle pensait à Thomas, à ses paroles, à la danse, à la façon dont sa main avait tenu la sienne, au baiser sur la joue. À 52 ans, elle se sentait de nouveau femme. Pas une vieille veuve, pas un objet de moquerie, pas quelqu'un de Piano au costume 71, mais simplement une femme que quelqu'un voyait, appréciait, désirait. Et c'était merveilleux. Thomas se mit effectivement à venir plus souvent. Parfois, il passait juste pour boire un café, échanger quelques mots. Parfois, il s'attardait, aidant Julia avec les tâches pénibles, apporter du bois, réparer une porte qui grinçait. Bessie regardait tout cela avec approbation. C'est un homme bien, fiable. Julia était d'accord. Thomas était exactement comme ça, fiable, calme, honnête. Avec lui, pas besoin de faire semblant, de jouer un rôle. On pouvait simplement être soi-même. Un soir, alors que le café avait déjà fermé, ils étaient assis tous les deux à une table. Bessie était rentrée chez elle, et Julia avait préparé un café frais. Dehors, la nuit tombait, et le vent bruissait dans les arbres. « Côte 73 heures, dit Thomas en faisant tourner sa tasse entre ses mains. « Côte 100. Il la regarda. Côte Doisson, Julia cligna des yeux, surprise. Côte 7 ans, côte 7, Julia tendit la main par-dessus la table et posa la sienne sur la paume de Thomas. Côte tire. Il serra sa main et un soulagement passa dans ses yeux. « Quote peu, quote tourne et Julia sourit. Quote potse, quote doitier, dit doucement Thomas. Quote d'éditeur, quote os, il se leva et contourna la table. Julia se leva aussi. Thomas la prit dans ses bras, une étreinte forte, rassurante. Elle se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Un cœur fort, régulier, celui d'un homme bon. « Je ne vous décevrai pas, » murmura Thomas dans ses cheveux. « Je vous le promets. »« Je sais, » répondit-elle. « Je vous crois. » Ils restèrent longtemps lassés au milieu du café vide. Et Julia pensait à la façon étrange dont la vie se déroulait. Elle était venue ici dans l'espoir d'épouser un homme. Elle avait été rejetée, humiliée, et elle en avait trouvé un autre, meilleur, plus vrai. Peut-être que c'était ainsi que les choses devaient se passer. Peut-être que tout ce qui semblait être une catastrophe est en réalité une bénédiction. Comme l'avait dit le père Michael, novembre touchait à sa fin. En ville, on commençait à se préparer pour l'hiver. On stockait du bois, on isolait les maisons, on faisait des provisions. Julia travaillait au café, voyait Thomas presque tous les jours, et la vie semblait calme, bien réglée. Mais le calme ne dura pas. Le dernier samedi de novembre,
Une nouvelle inquiétante parvint à Waylon. Le shérif organisa une réunion sur la place, et les gens se rassemblèrent, attendant d'entendre les nouvelles. La bande de Jack Marston sévit dans les environs, annonça le shérif. Ils ont pillé 3 villes plus au sud. Ils se dirigent vers Enosdas, vers le nord. Il est très probable qu'ils arrivent jusqu'à Nananos, jusqu'à nous. La foule se mit à murmurer. Julia se tenait à côté de Thomas et le sentit se raidir. « Combien sont-ils » cria quelqu'un. « Côte 280, côte 294, côte 295. » Thomas s'avança. « Je patrouillerai. » Plusieurs autres hommes se portèrent en volontaires. Le shérif acquiesça. « Bien. Demain à midi, rendez-vous à mon bureau. Nous répartirons les secteurs. » La réunion se dispersa, mais l'ambiance en ville avait changé. Les gens étaient tendus, effrayés. Les femmes cachaient leurs objets de valeur. Les hommes sortaient leurs armes. Julia et Thomas retournèrent au café. Elle s'accrochait à son bras et sentait la peur la gagner. « C'est dangereux, dit-elle. Patrouiller en ville si les bandits arrivent, il faut bien que quelqu'un le fasse. » Dit Thomas en s'arrêtant pour la regarder. Côte 30, côte 12. Il la prit dans ses bras, côte 12. Mais elle avait peur. Peur de le perdre. Peur d'avoir à peine trouvé le bonheur pour qu'il lui échappe déjà. Cette nuit-là fut longue et angoissante. Julia ne dormit presque pas, écoutant chaque bruit à l'extérieur. Elle pensait à Thomas, aux bandits, à ce qui se passerait s'ils attaquaient vraiment la ville. Et au fond d'elle, une détermination naissait. S'il fallait se défendre, elle se défendrait. Elle n'était pas faible, pas sans défense, même à 52 ans. Elle le prouverait à tout le monde, et à elle-même aussi. Les 3 jours suivants, la ville vécut dans une attente tendue. Les hommes patrouillaient dans les rues jour et nuit, se relayant toutes les 4 heures. Thomas ne dormait presque pas. Julia le voyait arriver au café le matin, les yeux rouges de fatigue, avaler un café à la hâte et repartir pour sa ronde. « Vous n'allez pas tenir à ce rythme », lui dit-elle un mercredi matin, alors qu'il apparaissait une fois de plus sur le seuil. « Côte 306, côte 307. » dit Thomas en se frottant le visage. « Côte 307. » Julia lui versa un café plus fort, y ajouta 3 cuillères de sucre pour lui donner de l'énergie. Thomas le but d'une traite et grimaça. Côte 309, côte 310. Elle posa devant lui une assiette d'œufs et de bacon. Mangez, et ne discutez pas. Il se mit à manger docilement. Julia s'assit en face de lui, l'observant. Son visage s'était creusé, de sombres cernes marquaient ses yeux, ses mains tremblaient de fatigue. Mais il tenait. Bon. Côte 312. Dit-elle en posant sa main sur la sienne, par-dessus la table. Côte 311, côte 304, côte 305. Il la regarda longuement, puis retourna sa main paume vers le haut et serra ses doigts. Côte 306, côte 300, côte 3. Julia sentit ses yeux s'embuer. Elle serra sa main plus fort. Alors, revenez entier. Vous m'entendez? Entier et indemne. Je vous entends? Il termina de manger, se leva et mit son chapeau. À sa ceinture pendait un revolver, vieux mais bien entretenu. Julia regardait l'arme en pensant que Thomas pourrait avoir à s'en servir. Tirer sur des gens ou se faire tuer. Ces pensées lui donnaient froid dans le dos. Thomas se pencha et l'embrassa sur le front. Rapidement, mais tendrement. « Côte 301, côte 312, » murmura-t-elle. La ville était sur ses gardes. Les gens évitaient de sortir sans nécessité. Les magasins fermaient plus tôt que d'habitude. Le saloon était presque vide. Tout le monde craignait le bruit qui pourrait attirer les bandits. Le café aussi était devenu silencieux. Julia et Bessie travaillaient dans un silence quasi total, n'échangeant que quelques mots à voix basse. « Côte 323 » dit Bessie un jeudi soir en essuyant une table. « Côte 324 »
Côte 325, dit Julia en pétrissant la pâte pour le pain du lendemain. Côte 306. Côte 327. La porte du café s'ouvrit brusquement et un jeune homme fit irruption. L'adjoint du shérif, Danny. Son visage était rouge d'avoir couru, son souffle court. Mademoiselle Bessie, Madame Crowley, halta-t-il. On a vu 3 cavaliers à l'est de la ville, des inconnus. Ils tournaient autour, en observation. Le shérif pense que ce sont des éclaireurs de la bande. Bessie pâlit. Alors, ils vont vraiment venir? On dirait bien, le shérif a dit à tout le monde d'être sur ses gardes. Fermez le café plus tôt, barricadez-vous. Il sortit en courant, laissant la porte ouverte. Julia la referma et tourna la clé. Ses mains tremblaient. « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Bessie. « Ce que le shérif a dit. On se barricade et on attend. » Elles rangèrent rapidement la cuisine, éteignirent le feu dans le fourneau, tirèrent terre les rideaux. Bessie rentra chez elle, auprès de son mari, et Julia monta dans sa chambre. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la rue. Le soir tombait. Les lanternes s'allumaient les unes après les autres. Mais la ville semblait morte. De temps en temps, une charrette de patrouille passait. Julia distinguait les silhouettes des hommes, fusils à la main. Quelque part, il y avait Thomas. Il patrouillait, guettait le danger, se préparait à défendre la ville. Et elle était assise là, impuissante, effrayée. Et elle ne pouvait rien faire. On frappa à la porte vers 8 heures du soir. Julia sursauta et se précipita en bas. Elle regarda par l'entrebâillement. Côte 3 avec la voix de Thomas. Elle ouvrit la porte en grand. Thomas entra rapidement, regardant autour de lui. Côte 300, côte 300, il verrouilla la porte. Côte 300, côte 300, côte 300, côte 300. Thomas sortit un petit revolver de sa ceinture. Côte 300, Julia prit le revolver. Il était froid. Lourde. Elle n'avait jamais tenu d'arme de sa vie. Côte 300, Julia acquiesça en serrant le revolver. Thomas la prit dans ses bras. Côte 300, côte 300. Elle se blottit contre lui, écoutant les battements de son cœur. Elle aurait voulu lui demander de rester, de se cacher ensemble, d'attendre que tout soit fini. Mais elle savait qu'il ne resterait pas. Son devoir l'appelait. « Thomas ?» dit-elle en levant la tête pour le regarder dans les yeux. « Je veux que vous sachiez. Ces semaines avec vous ont été les plus heureuses de ces dernières années. Pour moi aussi. » dit-il en se penchant pour l'embrasser. Un vrai baiser, long, profond. Julia ferma les yeux, répondant à son baiser. Et l'espace d'un instant, elle oublia tout. Les bandits, le danger, la peur. Il n'y avait que Thomas, ses lèvres, ses bras qui l'étreignaient. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux difficilement. « Que t'es 300 qu'un » murmura Thomas. « Côté 300 côté 35 qu'il sortit. » Et Julia verrouilla la porte derrière lui. Elle s'assit par terre, serrant le revolver contre sa poitrine, et se permit de pleurer, silencieusement, sans un bruit. Le matin du vendredi fut gris et froid. Julia n'avait presque pas dormi, somnolent par intermittence, sursautant au moindre bruit. À 6 heures, elle se leva, se lava le visage, s'habilla. Elle glissa le revolver dans la poche de son tablier. La ville était silencieuse. Pas un son, pas un mouvement. Julia regarda par la fenêtre. La rue était déserte. Seule une patrouille de 3 hommes passait lentement. Elle descendit et se prépara un café. Elle n'avait pas envie de boire, mais il fallait bien s'occuper les mains. Elle s'assit à une table en serrant la tasse entre ses paumes. Le silence était oppressant. À cette heure, un cri retentit. Julia sursauta et se précipita à la fenêtre. Des cavaliers apparurent dans la rue, environ 8 hommes, armés jusqu'aux dents. Ils galopaient que le long de la rue principale, tirant en l'air, hurlant quelque chose. La bande de Marston, ça commençait. Julia s'accroupit derrière le rebord de la fenêtre, observant. Les bandits s'arrêtèrent devant la banque.
3 d'entre eux descendirent de cheval et firent irruption à l'intérieur. Les autres restèrent au dehors pour les couvrir. Au loin des coupes de feu, les patrouilleurs avaient ouvert le feu. Les bandits se ripostèrent. Une fusillade éclata. Julia serra le revolver dans sa poche. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle cherchait Thomas du regard, mais ne le voyait pas. Soudain, une pierre heurta la fenêtre du café. La vitre vola en éclats. Julia poussa un cri et recula. Dehors, des rires éclatèrent et 2 bandits s'approchèrent sans de la porte. « Côte 305 €, cria l'un d'eux. « Côte 356. » Julia resta silencieuse, le dos collé au mur. Sa main trouva le revolver. « Côte 307. » Un coup violent contre la porte, puis un autre. La porte craqua. Le verrou n'allait pas tenir. Julia leva le revolver et le pointa vers la porte. Ses mains tremblaient tellement que le canon oscillait. « Tirez si vous n'avez pas le choix », avait dit Thomas. Elle n'avait plus le choix. La porte s'ouvrit dans un grand fracas. Un bandit entra, sale, mal rasé, les dents gâtées. En voyant Julia, il eut un sourire narquois. « Te voilà, la vieille. Voyons voir ce que tu as. » Julia tira. Le recul fut si fort que ses bras furent projetés en l'air. La détonation l'assourdit. La balle manqua sa cible et se logea dans le mur. Le bandit s'arrêta puis éclata de rire. Côté droitant, non, Julia tira de nouveau. Elle visait les jambes. Elle ne voulait pas tuer, même un homme comme lui. La balle atteignit le bandit à la cuisse. Il hurla et tomba par terre, se tenant la jambe. Le deuxième bandit apparut dans l'embrasure de la porte, levant son fusil. Julia appuya sur la détente une 3e fois, manqué. Le bandit la mit en joue. Un coup de feu retentit, mais pas de son fusil. Le bandit s'effondra, et Thomas apparut à la porte, un revolver fumant à la main. Cotroignant, il se précipita vers elle. Thomas la prit par les bras et l'éloigna de la fenêtre brisée. « Restez ici, ne bougez pas. Et vous, je dois y retourner. Il pille la banque. Le shérif a besoin d'aide. » Le bandit blessé au sol gémit. Thomas se pencha, lui prit son arme, lui retira sa ceinture et lui lia les mains. « Il ne bougera pas d'ici. Barricadez-vous et ne sortez pas avant que ce soit fini. » Thomas l'embrassa rapidement et sortit en courant. Julia referma la porte et poussa une lourde table pour la bloquer. Puis elle s'assit par terre, serrant le revolver contre sa poitrine. Dehors, la fusillade continuait. La fusillade dura environ 1 heure. Julia restait assise, sursautant à chaque coup de feu, priant pour que Thomas soit en vie. Le bandit blessé au sol râlait et jurait, mais elle n'y prêtait pas attention. Finalement, les tirs cessèrent. Julia entendit des voix, des pas. On frappa à la porte, côte 368. Elle déplaça la barricade et ouvrit la porte. Le shérif se tenait sur le seuil accompagné de plusieurs hommes, et de Thomas. Vivant, indemne, juste une égratignure sur la joue. Côte 369. Julia se jeta dans ses bras, sans se soucier des témoins. Il la serra fort contre lui. Le shérif examina le bandit blessé au sol. Le shérif acquiesça avec approbation. Thomas caressait le dos de Julia pour la calmer. Elle se serrait contre lui, sentant la tension la quitter lentement. Dit le shérif. Se redressa Julia. Le shérif éclata de rire. Il emmena le bandit blessé. Et Thomas resta. Il se tenait au milieu du café dévasté. La fenêtre brisée, des traces de sang sur le sol, des meubles renversés. Côte 3 dit Thomas. Côté 335, ils s'assirent à une table intacte. Julia prépara un café frais. Ses mains tremblaient encore, mais moins fort. Elle versa 2 tasses et en tendit une à Thomas.
Vous avez tiré sur un homme, dit-il doucement. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas. C'est étrange. Je ne voulais pas le tuer, juste l'arrêter. J'ai visé la jambe. Vous avez bien fait. Si vous n'aviez pas tiré, il aurait pu vous faire du mal. Je sais. C'est juste que... Je n'avais jamais. Je comprends. Thomas prit sa main. La première fois est toujours difficile. Mais vous vous en êtes sorti. Vous vous êtes défendu. C'est ce qui compte. Julia acquiesça. Puis, elle eut un petit sourire. Madame Fairchild va certainement dire que je suis indécente maintenant. Une femme de mon âge qui tire sur des bandits. Thomas se mit à rire. Pour la première fois depuis des jours, elle entendit son rire. Laissez-la parler. Au moins, tout le monde en ville saura qu'il ne faut pas vous chercher des noises. Ils finirent leur café, et Thomas aida à nettoyer le café. Ils lavèrent à le sang, balayèrent les éclastières de verre, remirent les meubles en place. La fenêtre brisée fut temporairement barricadée, avec des planches. Thomas promit d'apporter une nouvelle vitre le lendemain et de la poser. Vers midi, les gens commencèrent à entrer dans le café. Tous voulaient entendre l'histoire de la façon dont Madame Crowley avait repoussé les bandits. Julia racontait, gênée par l'attention. Le vieux Joe lui tapa sur l'épaule. Quelle femme! À 52 ans, elle tient tête à des bandits, pas comme ces jeunes qui ne font que crier. Le docteur Francis passa pour vérifier qu'elle n'était pas en état de choc. Vous êtes étonnamment calme, Madame Crowley. La plupart des gens seraient alités après une telle épreuve. J'ai survécu à la mort de mon mari et à 12 ans de solitude, docteur, répondit Julia. J'ai après ça. Des bandits ne semblent pas si terribles. Mary Weston apporta une tarte. De la part de toutes les femmes de la ville, vous nous avez montré que nous ne sommes pas sans défense. Merci. Le soir, Julia était fatiguée de toute cette attention, mais elle avait le cœur chaud. La ville l'avait acceptée. Pas comme une étrangère, pas comme une épouse par correspondance ratée, mais comme l'une des leurs. Thomas resta pour la nuit. Il dormit par terre dans le café, enveloppé dans une couverture. Il dit qu'il ne laisserait pas Julia seule tant que la fenêtre ne serait pas réparée. Elle ne s'y opposa pas. Sa présence la rassurait. Le matin, il partit pour le ranch, promettant de revenir avec une nouvelle vitre. Julia préparait les petits déjeuners pour les clients en pensant à la veille. Elle avait tiré sur un homme, l'avait blessé et ne ressentait aucune culpabilité, parce qu'elle s'était défendue, avait défendu sa place, sa maison. On l'avait un jour rejetée à cause de son âge. On lui avait dit qu'elle était trop vieille, que sa place était au repos, et elle avait prouvé le contraire. Prouvé qu'à 52 ans, on pouvait commencer une nouvelle vie, tomber amoureux, se défendre et défendre les autres, vivre. Bessie entra dans le café et regarda la fenêtre barricadée. Sacrée journée que tu as eue hier. Et comment? Thomas et Seth est resté dormir. Par terre, il montait à la garde. Il montait la garde, sourit Bessie. Julia, il est fou amoureux de toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. Et toi? Moi aussi. Alors qu'est-ce que vous attendez? Mariez-vous, bon sang. Julia se mit à rire. Bessie? Nous avons tous les deux plus de 50 ans. Quel mariage? Et alors, on ne peut plus à 50 ans? Bessie mit les mains sur les hanches. Qui a dit ça? Fairchild? Au diable. Marie-toi, vis, sois heureuse. Le temps ne nous attend pas. Julia réfléchit. Bessie avait raison. Pourquoi attendre? La vie est courte, et il faut saisir le bonheur quand il se présente. Quand Thomas revint avec la nouvelle vitre, Julia l'accueillit sur le seuil. Il commençait à parler de l'installation de la vitre, mais elle l'interrompit. Quote 4, quote 41, tos. Il se figea, puis acquiesça lentement,
Côte cassant, côte catin que Julia lui prit la main. Côte quête Thomas la regarda, et l'espoir s'alluma dans ses yeux. Côte cater. Il la saisit et la fit tournoyer. Julia se mit à rire, passant ses bras autour de son cou. Côte 81, dit-il en la reposant à terre. Côte 49, ils s'embrassèrent, longuement et tendrement. Et par la fenêtre du café, des passants curieux les regardaient en souriant. L'amour ne demande pas l'âge. Il est, tout simplement. La nouvelle des fiançailles se répandit dans Waylon plus vite qu'un feu de prairie. Le soir même, chaque habitant était au courant. Les gens entraient dans le café pour féliciter Julia, lui serrer la main, exprimer leur joie. Le vieux Joe apporta une bouteille de vin. Quote 83. Mary Weston serra Julia dans ses bras. Quote 84. Le docteur Francis serra la main de Thomas. Quote 85. Bessie pleurait de joie, essuyant ses larmes avec le coin de son tablier. Qu'à côte 80, même le père Michael passa au café. Quote 427. Thomas regarda Julia d'un air interrogateur. Elle réfléchit et dit « Dans 2 semaines, ou est-ce trop rapide ?»« C'est parfait, » sourit Thomas. « J'ai attendu trop longtemps pour attendre encore. »« Alors c'est décidé, » acquiesça le père Michael. « Dans 2 semaines, un samedi après le déjeuner ?»« Entendu. » Le soir, quand le café fut vide, Julia et Thomas étaient assis à une table, se tenant la main. Dehors, la nuit tombait et la ville se préparait à dormir. « Vous êtes sûr ?» demanda doucement Thomas. « Nous ne nous connaissons que depuis 2 mois. »« J'en suis sûr. »« Et vous ?»« Absolument. C'est juste... Je veux juste que vous ne le regrettiez pas plus tard. » Julia serra sa main. « Thomas, j'ai 52 ans. J'ai vécu assez longtemps pour savoir ce que je veux. Et je vous veux, vous. Je veux être à vos côtés, me réveiller et voir votre visage. Cuisiner pour vous, prendre soin de vous. Partager ma vie avec vous. C'est ce que je veux aussi, dit-il en portant sa main à ses lèvres et en embrassant ses doigts. Mon Dieu, comme je le veux. Ils restèrent assis en silence, et ce silence était empli de chaleur. Dehors, quelqu'un passa en chantonnant. Quelque part, un chien aboya, les bruits ordinaires d'un soir ordinaire. Mais pour Julia et Thomas, ce soir était spécial, le début d'une nouvelle vie. Tout le monde en ville n'accueillit pas la nouvelle avec joie. Madame Fairchild, en apprenant les fiançailles, renifla si fort qu'on l'entendit de l'autre côté de la rue, côte Clara. Mais la plupart des gens ne partageaient pas son opinion. Au contraire, beaucoup trouvaient l'histoire de Julia et Thomas touchante. 2 âmes solitaires qui s'étaient trouvées au crépuscule de leur vie. Côte 452, dit une jeune épouse au café. Côte 4, Côte Karting ajouta une autre. Julia écoutait ces conversations et ressentait de la gratitude. La ville l'avait acceptée, l'avait soutenue, lui avait donné une chance d'être heureuse. Bessie l'aidait pour les préparatifs du mariage. Elles choisirent ensemble le tissu pour la robe. Julia voulait quelque chose de simple, mais de joli. Elles optèrent pour une soie gris foncé, avec un col en dentro, qui était que remarqua Bessie. Finalement, elles choisirent une robe d'une chaude teinte miel, avec des dentelles crème sur les manches et l'ourlet. Quand Julia l'essaya, Bessie frappa dans ses mains. « Voilà une mariée. Thomas va être stupéfait en te voyant. » Julia regardait son reflet dans le miroir. La robe était belle, elle lui allait bien. Mais le visage dans le miroir était celui d'une femme âgée, des rides, des cheveux gris, de la fatigue. Elle soupira. Côte 465, côte 451, dit Bessie en la prenant par les épaules. Côte 452, côte 453, côte 400. Julia acquiesça, essayant de chasser ses doutes. Bessie avait raison. Thomas l'aimait telle qu'elle était. C'était le principal. Thomas venait en ville tous les jours.
Parfois juste pour s'asseoir avec Julia, discuter. Parfois pour aider aux tâches. Il répara la cuisinière cassée du café, remplaça une marche fissurée sur le porche, renforça la porte. Cote à 405, disait Julia en le regardant travailler. Cote 405, cote natonskis. Julia fronça les sourcils. Cote qui. Thomas posa son marteau et la regarda. Cote fanandite cote façon, cote fran, cote que. Julia s'assit à côté de lui sur la marche. C'est juste que tout arrive si vite. Il y a 2 mois que je suis arrivée ici comme une fiancée rejetée. Et maintenant, je me marie et je déménage dans un ranch. Vous regrettez? Pas une seconde. Je suis juste surprise de la vitesse à laquelle la vie change. Thomas passa un bras autour de ses épaules. Thomas passa un bras. Vous savez à quoi je pense. C'est peut-être le destin. Harrison vous a rejeté pour que vous me rencontriez. Sinon, nous ne nous serions jamais connus. C'est possible. Dans ce cas, je devrais être reconnaissante à Harrison. Moi, je le suis assurément, dit Thomas en l'embrassant sur la tempe. Cote 469. Julia se blottit contre lui et ils restèrent ainsi, regardant la rue. Une charrette passa, un groupe d'enfants bruyant. La vie suivait son cours. Thomas, dit Julia d'un air songeur. Côté Watsos. Il resta silencieux un instant. Côté quoi côté quoi côté quoi. Thomas la serra plus forte. Côté quoi côté qui. Une semaine avant le mariage, Thomas invita Julia au ranch pour lui montrer la maison où ils allaient vivre. Elle accepta, bien qu'un peu nerveuse. C'était la maison que Thomas avait partagée avec Martha. Une maison pleine de souvenirs d'une autre femme. Ils arrivèrent à midi. Le ranch était le même que lors de la première visite de Julia. Soigné, bien entretenu, calme. Thomas l'aida à descendre de la charrette et la fit entrer dans la maison. L'intérieur était propre, mais toujours aussi vide. Thomas s'arrêta au milieu du salon et regarda autour de lui. Julia parcourut les pièces. La chambre, un grand lit, une simple commode, des murs nus. La cuisine, propre, mais sans décoration, sans chaleur. Le salon, quelques chaises, une table, une cheminée. Cotoquintinte, dit-elle d'un air songeur, et une nappe sur la table, et peut-être un tapis devant la cheminée. Tout ce que vous direz. Julia s'arrêta près de la fenêtre, regardant la prairie. C'était beau, vaste. On pouvait respirer à plein poumon. Je pourrais être heureuse ici, dit-elle doucement. Je ferai tout pour que vous soyez heureuse, dit Thomas en s'approchant par derrière et en la prenant dans ses bras. Que te crotis? Ils restèrent près de la fenêtre, et Julia pensait à la façon dont sa vie avait changé. De fiancée par correspondance rejetée à épouse de rancher, de la solitude à l'amour, du vide à la plénitude. La vie est vraiment pleine de tournants inattendus. Il y a un endroit que je veux te vous montrer, dit Thomas après le déjeuner. Ils sortirent de la maison et passèrent net derrière la grange. Là, sur une petite colline, sous un vieux chêne, se trouvait une simple croix en bois. Martha Beckett, épouse bien-aimée. Julia s'arrêta à quelques pas de la tombe. Thomas s'approcha de la croix et resta silencieux un moment. Puis il se retourna. « Je viens ici parfois. Je lui parle. Je lui raconte comment vont les choses. »« C'est bien, » dit doucement Julia. « Ce souvenir, c'est important. Je lui ai parlé de vous, du fait que j'ai rencontré une femme qui m'a ramené à la vie. Je pense que Martha aurait approuvé. Elle n'aurait pas voulu que je meure de solitude. » Julia s'approcha et se tint à côté de Thomas. Elle regarda la croix, les lettres délavées du nom. « Coteau 492, au four, dit-elle à voix haute. Se sentant un peu ridicule, mais continuant. « Cote 4 Thomas lui prit la main et la serra fort. Ils restèrent silencieux, écoutant le bruissement des feuilles au-dessus de leur tête. Puis Thomas dit « Ils retournèrent à la maison, et Julia sentit qu'ils étaient devenus encore plus proches. Pas de secret, pas de non-dit.
Ils connaissaient tous les deux la douleur de la perte, se souvenaient tous les deux de leur premier conjoint. Et étaient tous les deux prêts à commencer un nouveau chapitre. 3 jours avant le mariage, Julia écrivit des lettres à ses enfants. Elle leur parla de Thomas, de son mariage. Elle ne savait pas comment il réagirait. Peut-être serait-il surpris, peut-être heureux, ou peut-être la jugerait-il. Leur mère, à 52 ans, qui épousait un rancher quelconque. Mais elle ne pouvait pas ne pas les informer. C'étaient ses hantes et ses enfants. Et ils avaient le droit de savoir. Elle envoya les lettres par la poste, et il ne lui restait plus qu'à attendre une réponse, bien qu'il soit peu probable qu'elles arrivent avant le mariage. Le courrier mettait du temps. Bessie aida Julia à faire ses bagages. Elle avait peu de choses. Quelques robes, des effets personnels, des livres. Toute sa vie tenait dans 2 valises. « C'est étrange, » dit Julia en regardant les valises. « J'ai vécu 52 ans et je n'ai presque rien. Mais tu as toute la vie devant toi pour accumuler de nouvelles choses et de nouveaux souvenirs, » dit Bessie en la serrant dans ses bras. « Tu vas me manquer. Toi aussi tu vas me manquer. Mais je viendrai te voir. Promis. Je sais. Et que Thomas t'amène. Souvent. » Le soir, Julia était seule dans sa petite chambre au-dessus du café. Sa dernière soirée ici. Demain, elle emménagerait chez Thomas. Et après-demain, ce serait le mariage. Elle regarda par la fenêtre la ville qui était devenue la sienne. Whelan l'avait accueillie, lui avait donné un travail, des amis, de l'amour. Elle était arrivée ici brisée, rejetée, et elle repartait heureuse. Non, elle ne repartait pas. Elle déménageait juste à l'autre bout de la ville. Mais symboliquement, c'était une nouvelle vie. Julia se coucha et ferma les yeux. Elle pensait à Thomas, au mariage, à l'avenir. Elle était un peu nerveuse. Et si quelque chose tournait mal, s'ils ne s'entendaient pas, si la vie orange s'avérait trop difficile. Mais ensuite, elle se souvint de ses yeux, de son sourire, de ses mains, qui la tenaient si tendrement. Et la peur s'estompa, tout irait bien, elle y croyait, elle y croyait. Le vendredi matin, Thomas arriva avec la charrette. Ils chargèrent les valises, dirent au revoir à Bessie, qui pleurait et riait en même temps. Côte 502, dit-elle à travers ses larmes. Côte 503. Côte 524. Ils partirent pour le ranch. La route était déjà familière. Julia se souvenait de chaque virage, de chaque arbre. Thomas était silencieux, et elle voyait qu'il était nerveux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, je réfléchis, c'est tout. Demain, ma vie va changer pour toujours. »« En mieux, j'espère. »« En mieux, » sourit-il. Définitivement en mieux. Au ranch, Thomas l'aida à décharger ses affaires et à les porter dans la maison. Julia commença à défaire ses valises, à ranger ses vêtements dans la commode. Une sensation étrange, s'installer dans la maison d'un autre. La faire sienne. Thomas se tenait à la porte, observant. Chat côte 510, côte 511. Elle suspendit ses robes dans l'armoire, rangea ses livres sur les étagères, posa sur la commode une petite photo encadrée de son mari. Thomas le remarqua. « C'est lui ? » ?»« Oui, James. J'espère que ça ne vous dérange pas. »« Non, bien sûr que non. » Thomas s'approcha et regarda la photo. Côte 515. Côte 516. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Thomas sortit une autre photo d'un tiroir. Une jeune femme au sourire doux. Martha. Je pense qu'ils seraient dans tous les deux heureux de savoir que nous ne sommes pas passés à rester seuls. Julia prit la photo et l'examina attentivement. Martha était belle, des cheveux clairs, des yeux bienveillants. Côte quantité côte 513. Julia posa les 2 photos sur la commode, côte à côte. James et Martha. 2 personnes qu'ils avaient aimées et perdues. 2 personnes qui les avaient net menées l'un à l'autre. Demain, un nouveau chapitre commence, dit Julia. Oui, et j'ai hâte.
Le soir, ils étaient assis sur le porche, comme lors de la première visite de Julia. Ils buvaient en fait du café en regardant le coucher de soleil. Le ciel se colorait de teintes roses et orangées, et le vent portait l'odeur de l'herbe et de la liberté. Julia, rompit le silence Thomas. Je veux que vous sachiez, je ne suis pas riche. Le ranch nous fait vivre, mais sans plus. Je ne pourrai pas vous acheter des robes de soie. La vie sera simple, laborieuse. Je n'ai pas besoin de robes de soie. J'ai besoin de vous. Et aussi, je suis habitué à vivre seul. Je peux être maussade parfois, renfermé. Si je dis ou fais quelque chose de travers, dites-le moi. Ne restez pas silencieuse. Entendu, et vous aussi? Dites-le moi si quelque chose ne vous plaît pas. Je ne suis pas un ange non plus. Je peux être têtue et capricieuse. Thomas se mit à rire. Je sais. Je vous ai vu vous disputer avec Fairchild. Elle l'avait bien cherché. Ils rirent ensemble. Puis Thomas la regarda sérieusement. Je ferai tout pour que vous soyez heureuse. Je le jure. Et je ferai tout pour que vous ne regrettiez pas notre décision. Il prit sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Les étoiles s'allumèrent une à une, et la prairie plongea dans le silence nocturne. « Je n'arrive pas à croire que nous nous marions demain, » murmura Julia. « Moi non plus. J'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'est qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve. Je suis là, bien réel. Oui, bien réel. » Thomas porta sa main à ses lèvres et l'embrassa. Code 135. Ils entrèrent dans la maison. Thomas montra à Julia sa chambre. Il avait préparé une pièce séparée pour ne pas la mettre mal à l'aise. « Bonne nuit, » dit-il sur le seuil. « Bonne nuit, Thomas. » Il partit, et Julia resta seule. Elle se déshabilla et se glissa dans le lit. Un lit étranger, une maison étrangère. Mais demain, ce serait sa maison, sa vie. Elle ferma les yeux et sourit dans l'obscurité. Demain, elle deviendrait Madame Beckett, la fiancée de 52 ans qui avait été un jour rejetée à cause de son âge et qui maintenant se mariait par amour. La vie sait surprendre. Julia se réveilla à l'aube. Son cœur battait comme si elle se préparait à quelque chose d'important. Et c'était bien le cas. Aujourd'hui, c'était son mariage. À 52 ans, elle allait redevenir une mariée. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Le ciel s'éclaircissait, se teintant de douces nuances de rose. La prairie s'éveillait. On entendait le chant des oiseaux, quelque part un cheval hennite. Un matin paisible. Ordinaire. Mais pour Julia, spécial. On frappa à la porte. La voix de Thomas. Elle ouvrit la porte. Thomas se tenait dans le couloir, les cheveux en désordre, en chemise de nuit. On voyait qu'il n'avait pas dormi non plus. « Quoi proposa-t-elle. « Ils descendirent à la cuisine. Julia prépara le café. Ils s'assirent à table, en silence, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, le jour se levait, et au loin, un coq chantait. « Vous n'avez pas changé d'avis » demanda enfin Thomas. « Non. Et vous » ? « Pas une seconde. » Il tendit la main par-dessus la table, et elle posa la sienne dans la sienne. « C'est juste que je n'arrive pas à croire que cela se produit vraiment. Moi non plus, tout semble être un rêve. » Ils finirent leur café, et Thomas se leva. « Je dois partir en ville plus tôt, préparer l'église, accueillir les invités. Bessie a dit qu'elle passerait vous prendre vers 11 heures. » « D'accord. » Il se pencha et l'embrassa sur le front. Côte 5, Sainte 50. Côte 550 et Tunce. Thomas partit, et Julia resta seule. Elle monta dans sa chambre, sortit sa robe couleur miel. Elle lissa les plis, la suspendit près de la fenêtre pour l'aérer. Puis elle se lava, se coiffa, rassembla ses cheveux en un chignon soigné sur sa nuque.
Elle regardait son reflet dans le miroir et pensait « La voilà, la mariée de 52 ans. Pas une jeune fille en blanc, une femme mûre avec des cheveux gris et des rillettes au coin des yeux. » Mais dans ses yeux brûlait un feu, la vie, l'espoir. Bessie arriva à 11 heures précises. Mary Weston l'accompagnait, toutes deux élégantes, joyeuses. « La mariée est prête ?» Bessie entra dans la maison comme une tornade. « Presque. Vous m'aidez à boutonner ma robe ?» Julia se changea, et les femmes l'aidèrent avec les boutons dans le dos. Mary apporta un bouquet, de simples fleurs des champs, cueillies le matin même. « Que ton 5-4 dit-elle. Que ton science. Julia serra le bouquet contre sa poitrine, sentant ses yeux s'embuer. « Merci, merci à vous. » Bessie sortit une petite boîte de son sac. Et ça. Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté. Quelque chose de bleu. Une tradition est une tradition. Dans la boîte se trouvait une fine chaîne en argent avec une petite pierre bleue. « C'était à ma mère ?» dit Bessie. « Je te la prête pour te porter chance. » Julia mit la chaîne et Mary l'attacha derrière son cou. Puis elles descendirent toutes les trois, montèrent dans la charrette de Bessie et partirent pour la ville. Sur le chemin, Julia resta silencieuse, regardant les champs défiler. Elle était nerveuse. Ses mains tremblaient. Et qu'elle serrait le bouquet pour cacher ce tremblement. « Coûte 500 croissants ?» demanda Bessie. « Coûte 561, coûte 500, coûte 560. » Julia acquiesça, essayant de se calmer. Mais son cœur continuait de battre la tout rompre. L'église était passe Maritaïa pleine. Julia ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Mais les gens remplissaient tous les bancs, des visages connus et inconnus. Le vieux Joe dans son plus beau costume. Le docteur Francis avec sa femme. Les propriétaires de magasins, les fermiers des environs, de simples habitants de la ville. Tous étaient venus assister au mariage de la femme qui avait été un jour rejetée à cause de son âge. Thomas se tenait près de l'autel. Il portait un costume sombre. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son visage fraîchement rasé. En voyant Julia, il se figea. Quelque chose s'alluma dans ses yeux. De l'admiration, de la tendresse, de l'amour. Julia remonta lentement l'allée. Bessie et Mary marchaient à ses côtés, la soutenant. Tout le monde la regardait et elle sentait ses regards, chaleureux, approbateurs. Personne ne chuchotait, ne riait, seulement des sourires et des yeux bienveillants. Elle s'arrêta près de l'autel, à côté de Thomas. Il lui prit la main et la serra fort. « Que ton sango, murmura-t-il. Que tes 566. » Le père Michael leur sourit à tous les deux. Aux côtes voyaises. Julia écoutait les paroles du prêtre et sentait que les larmes coulaient sur ses joues. Thomas serra sa main plus fort. « Côte 507, » continua le père Michael, « côte 569. » Que tu entendis que la voix de Thomas était ferme, assurée, « côte 540, côte 572. » Julia regarda Thomas, ses yeux fatigués et bienveillants, son visage qui lui était devenu si cher. Thomas se pencha. Et leurs lèvres se rencontrèrent, un long et tendre baiser. Des applaudissements éclatèrent dans l'église. Quelqu'un sanglota d'émotion. Ils se séparèrent, et Thomas serra Julia contre lui. « Ma femme, » murmura-t-il. « Enfin, mon mari, » répondit-elle. Après la cérémonie, tout le monde se déplaça sur la place. Les habitants de la ville avaient organisé une petite fête. Des tables avec de la nourriture, des musiciens, des danses. Bessie avait préparé une énorme tarte. D'autres femmes avaient apporté leurs plats. Thomas et Julia étaient assis à la table d'honneur, recevant les félicitations. Les gens s'approchaient, leur serraient la main, les embrassaient, leur souhaitaient du bonheur. Le vieux Joe porta un toast.
Crotamment. Tout le monde se mit à rire et leva son verre. Julia souriait, sentant ses joues brûler de bonheur et de gêne. Le docteur Francis s'approcha avec sa femme. « Madame Beckett, félicitations. Vous nous avez prouvé à tous que l'âge n'est qu'un chiffre. » « Merci, docteur. Bien que parfois, ce chiffre se fasse sentir. » Dit Julia en se frottant le bas du dos, et tout le monde rit. Les musiciens se mirent à jouer une valse, et Thomas lui tendit la main. « Dansons, Madame Beckett ?»« Avec plaisir, Monsieur Beckett. » Ils s'avancèrent sur la piste, et Thomas la prit par la taille. Ils se mirent à tournoyer, et Julia oublia tout, son âge, sa fatigue, ses rides. Il n'y avait que Thomas, la musique et une sensation de légèreté. D'autres couples les rejoignirent. Bessie dansait avec son mari, Mary Weston avec le sien. La place se remplit de rire, de musique, de joie. Et c'est alors qu'elle apparut. Madame Fairchild traversait la place, accompagnée de 2 amis, le visage hautain, les lèvres pincées. Elle s'arrêta au bord de la piste de danse et dit d'une voix forte. Cuttington, la musique ne s'arrêta pas, mais plusieurs personnes se retournèrent net. Thomas serra la main de Julia. « N'y faites pas attention. » Mais Julia s'arrêta. Elle lâcha la main de Thomas et s'approcha de Madame Fairchild. Elle se tint devant elle, se redressant de toute sa hauteur à hauteur. « Madame Fairchild, avez-vous quelque chose à dire ?»« Oui, je trouve indécent qu'une femme de votre âge organise un tel spectacle. Un mariage, des danses, c'est pour les jeunes. Je vois. » Julia acquiesça. « Alors, permettez-moi de vous dire quelque chose. J'ai 52 ans. J'ai vécu une vie pleine de joie et de douleur. J'ai perdu l'homme que j'aimais. J'ai été seul pendant 12 ans. Et quand j'ai décidé de recommencer, on m'a rejeté à cause de mon âge. La place se tut. Tout le monde écoutait. « Mais je n'ai pas abandonné, » continua Julia. « J'ai trouvé du travail, des amis, une ville qui m'a accepté, et j'ai trouvé l'amour, le véritable amour. Senana Massimo Sanigor, à 52 ans, et vous savez quoi, je ne trouve pas ça indécent. Je trouve que c'est un miracle. » Madame Fairchild ouvrit la bouche, mais Julia ne lui laissa pas le temps de parler. « Vous pouvez me juger autant que vous voulez. Vous pouvez me considérer comme trop vieille pour l'amour, pour le bonheur, pour la vie. Mais c'est votre problème, pas le mien, parce que moi je suis heureuse. Je vis. Et vous, vous êtes simplement en colère parce que vous avez peur de vivre vous-même. » Le silence était assourdissant. Madame Fairchild rougit, ses lèvres se mirent à trembler. Elle se retourna et partit rapidement, presque en courant. Ses amis se hâtèrent de la suivre. La place explosa en applaudissements. « Ça alors !» s'exclama le vieux Joe. Bessie serra Julia dans ses bras. Quelqu'un. Thomas s'approcha et prit sa femme dans ses bras. Ma courageuse Julia. J'en avais juste assez de me taire, dit Julia en se blottissant contre lui. Assez d'être jugée à cause de mon âge. Plus personne n'osera, dit Thomas en l'embrassant sur le sommet du crâne. Cote 599. La musique reprit et la fête continua. Julia dansa avec Thomas, rit avec les invités. Mangea la tarte préparée par Bessie. Elle se sentait jeune, vivante, heureuse. Le soir, les invités commencèrent à partir. Thomas et Julia étaient assis au bord de la place, regardant la ville se préparer à dormir. Les lanternes s'allumaient une à une, et l'air se rafraîchissait. « Côte encore ?» demanda Thomas. « Côte sinon, côte sinon, côte au ventre » répéta Julia, savourant le mot. « Côte 654 » Ils montèrent dans la charrette. Thomas prit les rênes et les chevaux s'ébranlèrent. Ils traversèrent la ville, et les gens leur faisaient des signes, leur criant des félicitations. La route vers le ranch était silencieuse. Les étoiles parsemaient le ciel, et la lune brillait de 1000 feux. Julia se blottit contre l'épaule de Thomas.
et il passa un bras autour d'elle, tenant les rênes de l'autre main. « Chote tisson » dit-il. « Kute sing » dit Julia en levant la tête pour le regarder. « Sote 609 » quand ils arrivèrent au ranch, alors que la lune était déjà haute dans le ciel. Thomas aida Julia à descendre, et ils entrèrent dans la maison. Il alluma une lampe, et une lumière chaude se répandit dans la pièce. Kote sonon es sotostra. Ils se tenaient au milieu du salon, se tenant la main. Ils se regardaient, et les mots n'étaient pas nécessaires. Tout était dit dans leur regard. Thomas se pencha et l'embrassa. Longuement, tendrement, Julia passa ses bras autour de son cou, répondant à son baiser. Ils s'embrassaient comme des adolescents amoureux, oubliant leur âge, leurs rides, leur fatigue. Puis Thomas la souleva dans ses bras. Julia poussa un petit cri. « Thomas, vous êtes fou. Je suis trop lourde. N'importe quoi. Vous êtes légère comme une plume. Vous êtes simplement galant. » Il la porta jusqu'au seuil de la chambre et la déposa délicatement sur le lit. Julia le regardait d'en bas, et son cœur battait comme si elle avait de nouveau 20 ans. « Je vous aime, Julia Beckett. Et je vous aime, Thomas Beckett. » Il s'allongea à côté d'elle et la prit dans ses bras. Ils restèrent allongés dans l'obscurité, écoutant le bruit du vent dehors, le cri d'un oiseau de nuit. « J'ai peur de me réveiller et de découvrir que c'est un rêve, » murmura Julia. « Ce n'est pas un rêve. Je suis là, bien réel, et nous sommes ensemble, pour toujours. Pour toujours, » répéta-t-elle en fermant les yeux. 3 mois plus tard, Julia se tenait sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier. À l'intérieur de la maison, une bonne odeur flottait. Elle préparait un ragoût pour le dîner. Dehors, la nuit tombait déjà, et Thomas allait bientôt rentrer des champs. La maison avait changé en ces quelques mois. Julia avait accroché de nouveaux rideaux, posé un tapis devant la cheminée, rangé des livres sur les étagères. Des pots de géranium ornaient les rebords hors des fenêtres. Sur les murs, il y avait des tableaux. De simples paysages champêtres qu'elle avait achetés à la foire. La maison avait repris vie. Elle s'était remplie de chaleur, de confort, de vie. Au loin, une charrette apparut. Thomas revenait. Julia sourit et alla à sa rencontre. Il arrêta les chevaux et sauta à terre. « Comment s'est passée la journée ?»« Bien. Bessie est venue. Elle a apporté du pain frais. Mary Weston est passée pour le thé. Et vous ?»« Fatigué, mais j'ai réussi. J'ai réparé la clôture du champ nord. » Ils entrèrent dans la maison, et Thomas se lava les mains avant de s'asseoir à table. Julia servit le dîner, et ils mangèrent en parlant de leur journée. Une soirée ordinaire, simple, mais heureuse. Après le dîner, ils s'assirent près de la cheminée. Thomas lisait le journal, Julia brodait. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur, il faisait chaud et bon. « Que 625, dit Thomas en posant son journal. « Que 626. Julia leva la tête. « Que 627. Thomas lui tendit l'enveloppe. Elle l'ouvrit et la parcourut rapidement des yeux. Puis, elle sourit. Thomas se leva, s'approcha d'elle et la prit dans ses bras par derrière. Côte 632, côte 633, côte 634. Julia posa sa broderie et se tourna vers lui. Côte 635, côte 636, côte 637, côte 638. Ils s'enlacèrent et Julia se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Un cœur fort, régulier, celui de son mari. De son amour. « Vous savez ce que j'ai compris ?» dit-elle doucement. « La vie ne s'arrête jamais tant que l'on est vivant. On peut recommencer à tout âge. On peut tomber amoureux, rêver, être heureux. Il suffit de ne pas avoir peur. Vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse, » dit Thomas
en l'embrassant sur le sommet du crâne. Côte 642. Julia se mit à rire. Côte 643. Ils retournèrent à leurs occupations. Thomas à son journal. Julia à sa broderie. Le feu crépitait dans la cheminée. Le vent hurlait dehors, mais à l'intérieur, il faisait chaud. Julia regardait son mari et pensait à la façon étrange dont tout s'était arrangé. Elle était venue à Waylon comme épouse par correspondance pour un homme. Elle avait été rejetée, humiliée. Et elle en avait trouvé un autre, meilleur, plus vrai. Elle avait trouvé un foyer, une famille. Elle s'était trouvée elle-même. À 52 ans, sa vie ne faisait que commencer. Et devant elle s'étendaient des années de bonheur, d'amour, de travail et de joie partagée. Parce que l'amour ne demande pas de passeport. Il arrive, tout simplement, et rend la vie merveilleuse, à tout âge.